Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire organisé par la société Philop Media à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel 2024. Avant de passer la parole au management de la société, sachez que, comme traditionnellement, une session de questions-réponses sera organisée à l'issue de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module de chat dédié. Manuel, Aurélien, je vous passe la parole. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette présentation du mois de février 2025 qui a pour objectif de vous révéler effectivement, de vous présenter le chiffre d'affaires réalisé en 2024. On va commencer assez rapidement parce qu'on va quand même supposer qu'une grande partie de vous toutes et tous nous connaissez. Donc je suis Manuel Berland, je suis président directeur général de la société et cofondateur. Je m'occupe chez Philop Media à la fois de la direction commerciale et également du développement du réseau, c'est-à-dire où est-ce que nous installons nos écrans au sein des différentes stations, chez les différents partenaires. Bonjour, Aurélien Griot, je suis directeur général délégué, également cofondateur, donc là depuis le début. Je m'occupe principalement de la partie finance, juridique et RH aujourd'hui. Julien Rabin, qui aujourd'hui n'est plus directeur commercial, mais directeur du développement commercial. C'est-à-dire que son métier est assez effectivement transverse sur nos 4 BU commerciales pour pouvoir développer le chiffre d'affaires et renforcer la performance opérationnelle. Et enfin, Quentin Michetti, qui est directeur technique, également cofondateur, et qui s'occupe de superviser et d'installer l'ensemble de nos écrans. Donc un gros travail sur la fin d'année dernière pour Carrefour et sur ces débuts d'année pour installer nos écrans Leclerc. Philop Media, donc, comme vous le savez, notre métier consiste à déployer des écrans sur les distributeurs de carburant afin de diffuser de l'information et de la publicité aux automobilistes pendant un moment où ils sont effectivement très captifs et disponibles. Comme vous le savez, quand on fait le plein, impossible de regarder son téléphone, impossible d'aller ailleurs. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est attendre que le réservoir se remplisse. Donc on exploite effectivement un moment d'attente, un moment d'attention fantastique. On est connu pour avoir toujours été en forte croissance, distingué à plusieurs reprises, notamment à la fois par des prix qui sont plus liés à notre marché, aux différentes agences de communication à Paris, mais également une forte croissance remarquée par un certain nombre de quotidiens ou de périodiques économiques, comme les Échos, avec notamment le top 500 de la croissance. Pour notre historique, pour faire assez simple, comme vous le savez, on a démarré en 2011 avec un partenariat avec Tokem qui nous a amené entre 2011 et 2015 à doubler quasiment le chiffre d'affaires chaque année pour atteindre aux alentours de 480 000 € en 2015. En 2015, on se rend compte que notre business est très apprécié. Néanmoins, on n'a pas forcément la bonne taille d'écran, on n'est pas présent sur les bons endroits. Et à ce moment-là, on décide d'aller chercher des premiers investisseurs lyonnais et entrepreneurs, ainsi que le Crédit Agricole Création, qui a été parmi les premiers à nous soutenir, pour à la fois, j'ai envie de dire, développer nos premiers écrans et les installer chez Agip. Ce qui est important de noter, c'est qu'entre 2016 et 2019, on a fait une seconde levée de fonds. On a installé une centaine de stations chez Carrefour, exclusivement sur des hypermarchés. Et en 2018, on a fait la même chose avec un déploiement de 100 stations chez Total. Donc 2016-2019, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé de 680 000 € de chiffre d'affaires à 5 millions, avec donc une forte traction sur l'offre et même à tout niveau. 2020, année du Covid, ce qui est très remarquable pour nous, c'est que malgré 4 mois d'activité en moins, nous sommes parvenus à stabiliser le chiffre d'affaires versus 2019. Pourquoi? C'est essentiellement dû à notre business model, puisqu'on vend essentiellement de la publicité à l'année à nos annonceurs, et ça se fait sous forme d'abonnement. Donc c'est vrai qu'on a une certaine similitude avec certains business qui ont du MRR. 2021, on continue notre croissance, malgré quelques encore perturbations liées au Covid. 2022, croissance continue encore. On décide de s'introduire en bourse, à la fois pour structurer la société, gagner en crédibilité et avoir un accès aux liquidités. 2023, une performance à nouveau en croissance à 8,3 millions d'euros. Une année 2023 placée sous le signe du renouvellement de la confiance de Carrefour, qui nous a à la fois renouvelé sa confiance pour les 100 stations que nous équipions déjà, les 93 hypermarchés restantes, et puis à peu près aux alentours de 150 Carrefour Market en complément. 2024, comme vous pouvez le voir là affiché, un chiffre d'affaires à 9,7 millions d'euros, une croissance de 17%.
Et globalement, une année qui a aussi rimé avec la conquête d'un tout nouveau terrain de jeu, le terrain de jeu Leclerc, avec 300 stations à équiper et on va dire une grosse centaine de stations qui disposent déjà d'écrans incorporés à l'intérieur des pompes et qui vont nous permettre effectivement de renforcer notre présence sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, c'est une très belle performance pour nous. 9,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On aurait aimé effectivement dépasser les 10 millions de manière psychologique, mais en tout cas, vu le contexte et vu notre typologie de clients, 17% est une performance exceptionnelle. Sur nos réseaux de distribution, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais aller assez vite. On a démarré en 2011 avec un parc qui était essentiellement lié à Tokheim. Différentes croissances que j'ai commentées, et puis en 2024, la conquête du réseau Leclerc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez les réseaux de distribution de carburant, on a aujourd'hui les 3 plus prestigieux, Total, Carrefour et Leclerc. Pour ce qui est de la description de notre business model, si on avait effectivement là 1 ou 2 personnes qui étaient nouvelles, le business est très simple. Je vais voir par exemple Leclerc, je lui dis que je souhaite installer mes écrans au-dessus de ses pompes, qu'en contrepartie, je vais lui proposer 25% de l'espace publicitaire, 3 fois 10 secondes, ce qui est très important pour toutes les enseignes de la GMS aujourd'hui, parce qu'ils sont tous en train de supprimer le prospectus et que nous faisons partie d'un ensemble de dispositifs qui permettent de communiquer de l'information aux clients sur des temps d'attention importants afin de pallier à la disparition du prospectus. En complément, ce qu'on peut dire, c'est que 75% de l'espace qui reste nous est octroyé à Philippe Media, c'est-à-dire 9 fois 10 secondes, pour aller vendre de la publicité à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. Voilà. Et puis en complément, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fin d'année, en fonction de nos résultats, on reverse une quote-part de notre chiffre d'affaires aux différentes enseignes ou réseaux. Voilà. Les contreparties, ce qu'on demande, c'est d'être exclusif sous le haut-vent de la station-service. Et puis, on a des contrats qui sont de 6 ans, notamment pour Leclerc, mais beaucoup plus, 9 ans chez Carrefour. Alors, à date, c'était 9 ans en 2023, donc aujourd'hui, c'est un peu plus aux alentours de 8 années restantes. L'effet marquant, le chiffre d'affaires annuel 2024. Je te laisse la parole, Aurélien. Oui, merci Manuel. On va passer assez rapidement sur la signature historique avec Consorégie, la régie publicitaire de Leclerc. On en a déjà beaucoup parlé. Manuel a beaucoup parlé de ça dans l'introduction. Effectivement, on va pouvoir installer 3000 écrans au sein de 300 stations-service, ce qui va nous permettre en fait d'atteindre une audience hebdomadaire de 11 millions d'automobilistes après le déploiement. Donc le déploiement, il a commencé au cours du 4e trimestre 2024 et il va avoir une grosse accélération sur 2025, premier semestre 2025, avec un objectif de l'installation terminée au 30 juin. Il est important de noter et de préciser que c'était dans nos objectifs d'IPO. On avait comme objectif de signer 350 stations, 350 stations complémentaires et d'avoir un parc de 1250 stations, ce qui est déjà obtenu. Évidemment, on a communiqué dessus, vous avez dû voir passer le communiqué de presse. Pour installer ces 300 stations complémentaires de Leclerc, il a fallu faire un financement. Donc on a un financement global de 5,5 millions d'euros qui nous permet en fait de renforcer nos fonds propres, à la fois nos fonds propres par une augmentation de capital de 1 million d'euros, mais également de se financer par un contrat obligataire avec des obligations convertibles pour 2,5 millions d'euros et un financement bancaire traditionnel de 2 millions d'euros. Effectivement, l'objectif, c'est à la fois de financer le CAPEX pour l'opération Leclerc, mais également de renforcer notre trésorerie en vue de l'augmentation de notre besoin de fonds de roulement lié à l'augmentation du chiffre d'affaires et de l'activité prévue sur 2025. Le lancement de l'offre électrique, c'est une des grandes nouveautés de l'année 2024. Donc, c'est aussi un gage de confiance de la part d'un partenaire comme Total. Rappelez-vous, quand on s'était introduit en bourse, on avait fait plusieurs promesses. La première était de signer 550 stations à déployer avec nos écrans. On l'a fait quasiment avec 1 an d'avance, même si Leclerc est encore en cours de déploiement. En tout cas, on avait dit à fin 2025, il faudra avoir signé des contrats pour déployer 550 stations supplémentaires. Donc, ça a été fait. On avait promis une diversification de notre offre avec différenciation en fait des revenus. Ça a été possible puisque grâce à des partenariats signés avec InStore Media et EMC, aujourd'hui, ces revenus-là représentent un peu plus d'1 million d'euros. Et on avait dit qu'on souhaitait aussi opérer une diversification de l'offre pour être considéré comme le média de la mobilité multi-énergie. Et c'est ce qu'on a fait du coup avec Total Energy, où on leur a proposé un partenariat qui permet, nous, de diffuser du contenu
sur 480 écrans installés sur 179 stations. C'est un nombre de stations qui va évoluer au cours de l'année 2025 avec une certaine augmentation. C'est quelque chose qui du coup a été fait en fait sans capex, puisque c'était des écrans qui étaient déjà disponibles sur les zones IRVE chez Total. Donc une belle opportunité et surtout un bel apport d'affaires de notre part auprès de notre partenaire historique Total Energy. Et surtout, j'ai envie de dire, un renforcement, une augmentation certaine de notre audience avec une diversification effectivement de l'offre. Ce qu'on peut dire rapidement sur aujourd'hui, c'est que la clientèle locale, c'est 73% du chiffre d'affaires. Vous connaissez notre typologie de clients à qui on vend essentiellement de la communication annuelle avec un abonnement mensuel qui est effectué par prélèvement automatique. Mais ça, globalement, vous le savez, ou vous pouvez, en tout cas, vous avez pu le lire à l'instant. On peut peut-être juste préciser qu'on a fait un gros travail sur 2024, en fait, sur la fidélisation de nos annonceurs locaux, notamment en introduisant dès le 1er janvier 2024 la tacite reconduction, ce qui n'existait pas dans nos contrats. Il fallait savoir qu'en fait, on repartait chaque année à la chasse pour reconquérir des nouveaux clients. Aujourd'hui, on a de la tacite reconduction, comme l'ensemble des acteurs du marché. On n'a rien inventé. On était juste un peu réticents pour le faire. On a franchi le pas. Et donc, on a les premiers revenus qui tombent de la tacite reconduction et qui vont nous aider à atteindre notre objectif de chiffre d'affaires plus facilement sur 2025. On peut noter également que ce modèle d'annonceurs locaux, la proportion du chiffre d'affaires est un peu en diminution par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on était plutôt à 80% du chiffre d'affaires fait par le local. Effectivement, cette année, le national a pris un peu de poids. Et Emmanuel va vous en parler tout de suite. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que surtout, à travers cette politique en fait de fidélisation, elle s'est fait aussi par un accompagnement des commerciaux qui vont visiter en fait nos clients en moyenne 2 fois par an. Et ça nous constitue quand même en fait des revenus récurrents. Et ça nous confère aussi une possibilité de projeter à partir de cette année et les années encore suivantes encore plus, la possibilité de projeter immédiatement du revenu sur l'année suivante, ce qui est assez confortable. On a aussi des clients nationaux. Les clients nationaux, c'est assez simple, c'est tous les grands comptes que vous pouvez imaginer. On a parlé de Stellantis, donc ça peut être Stellantis, ça peut être aussi SFR ou peu importe, des très grandes sociétés, dont le budget communication est piloté en fait par des agences médias. Donc ça, c'est 27% effectivement du chiffre d'affaires en 2024. Les grandes agences médias nous connaissent bien évidemment depuis un certain nombre d'années, les plus connues, Havas Media ou Publicis. Je vous parlais effectivement de diversification de l'offre via le développement d'offres annexes. C'est ce qu'on a fait dès 2023 avec des écrans qui sont dans les galeries commerciales, à qui on peut effectivement ajouter de la publicité pour des annonceurs locaux. Donc c'est des annonceurs que ne traitent pas ces grandes sociétés et à qui on vient effectivement apporter du revenu complémentaire. Et on offre un terrain de jeu en termes de visibilité supplémentaire à tous nos annonceurs locaux. Je disais tout à l'heure un peu plus d'1 million, effectivement, c'est 1 138 000 euros en 2024, soit 9,5% du chiffre d'affaires, ce qui est effectivement pas anodin. On va passer au chiffre d'affaires 2024, même si Manuel a déjà fait l'annonce au tout début. On a une performance qui est remarquable cette année, avec une croissance de 17%, avec un chiffre d'affaires à 9,7 millions d'euros. C'est la 13e année consécutive de croissance du chiffre d'affaires. On a les premiers revenus qui sont générés par les écrans du réseau Carrefour. À partir du second semestre 2024, il faut savoir que le réseau Carrefour a été terminé d'installer vraiment en toute fin d'année. Donc, on a eu une montée en puissance qui va se poursuivre en fait sur 2025. Et on a bien illustré la résilience et la prédictibilité de notre modèle d'affaires qu'on a mis en place depuis la création de la société. Et on confirme nos objectifs, notamment de chiffre d'affaires pour 2025. Sur les stratégies et perspectives, globalement, en fait, l'idée, c'est de finaliser le déploiement chez Leclerc pour effectivement avoir un parc qui rayonne sur l'ensemble du territoire, nous permet de conquérir toujours plus d'annonceurs d'un point de vue local, parce que Leclerc a une très bonne image en local et que tout le monde veut y être diffusé. On constate également que ça va nous permettre de renforcer notre empreinte auprès des annonceurs nationaux,
parce qu'en couvrant plus de territoires, on couvre forcément plus de leurs points de vente. Et ça permet effectivement d'avoir de la communication qui est faite pour à la fois des succursales, des franchisés, etc. On confirme nos objectifs à horizon pour l'année en cours, puisque maintenant 2025, c'est plus à horizon 2025, c'est 2025, avec un CAGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% sur l'intervalle 2021-2025 et un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros avec une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%. Donc ça, c'est ce qu'on vous annonce depuis quelques années. Et on est en route, effectivement, pour réaliser cette performance cette année. Et puis, bien évidemment, on en parle depuis quelques années, mais on constate qu'on est de plus en plus regardé sur le plan national, mais aussi international, où maintenant on devient visible. Quelques récents, globalement, appels d'offres nous ont permis effectivement de nous distinguer. Donc, d'ores et déjà, on a dans notre contrat Leclerc la possibilité d'aller déployer 25 magasins au Benelux. Et puis, on envisage également de s'étendre via nos clients actuels, en l'occurrence Total, en Allemagne par exemple. Ça pourrait même être Carrefour en Espagne. Et d'autres pistes sont en cours d'étude, bien évidemment. On vous remercie de votre attention et on se tient à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Une question de Pierre Artus qui dit « Pour les accros high-tech, avez-vous une option de type Bluetooth pour que votre écran soit diffusé sur les écrans intérieurs éventuels du véhicule, ce qui permettrait aux occupants de rester dans leur véhicule pendant la recharge ?» Alors, c'est une très bonne idée. Néanmoins, en fait, on serait toujours limité à la volonté du constructeur de nous ouvrir les vannes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, le plan pour l'électrique, il ressemble plus à ce qu'on fait chez Total. C'est-à-dire que l'objectif, bien évidemment, c'est de viser la personne qui vient charger sa voiture, mais c'est aussi de diffuser ces images, et notamment ces très belles voitures chez Stellantis, auprès de toutes les personnes qui transitent dans la station, et même ceux qui, par exemple, aujourd'hui font le plein en thermique, pour les inciter à acheter du véhicule électrique. Donc, si vous voulez, je comprends la volonté technologique de le faire à l'intérieur de la voiture, mais là, dans ce cas-là, notre volonté va plus être de conquérir une audience encore plus importante, puisqu'on ne se limite pas au conducteur, on fait à la fois le conducteur et l'ensemble du flux qui passe à proximité. Très clair, merci beaucoup. On a une question de la part de Loïc qui félicite pour cette publication et les perspectives. Comment le contexte économique incertain en France se traduit sur votre dynamique? Est-ce que vous avez pu constater des délais de commercialisation qui sont plus longs qu'auparavant? Alors, deuxième question. Sans prétention aucune, j'ai souvent pour habitude de dire qu'on est très résilient et que globalement, on a un très beau ciblage des annonceurs en local. C'est vrai que quand vous voyez le nombre de défaillances de petites entreprises qu'il y a eu cette année, on arrive toujours à maintenir des niveaux de croissance qui, pour nous en tout cas, sont impressionnants. Parce que c'est vrai qu'on constate quand même, là où vous avez raison, c'est qu'on a dû s'employer 2 fois plus pour assurer un niveau de croissance de ce niveau-là. Là où d'autres années, effectivement, il y avait souvent des choses qui étaient faciles. On a constaté que cette année, rien n'était facile. Et qu'il fallait à la fois, globalement, plus préserver ce qu'on avait déjà acquis, renforcer la présence auprès de nos clients et aller en chercher d'autres, à la fois par des actions nationales où il y avait des accords cadres, tout un tas de choses à développer, à déployer. Mais que vous avez raison, c'est que l'impact économique sur nous nous a quand même un petit peu ralenti. Et je suis convaincu qu'on aurait pu aller chercher 11 à 12 millions d'euros s'il n'y avait pas eu ce contexte économique. Et la deuxième question, je vais peut-être enchaîner. Oui, on a fait une restructuration des équipes commerciales parce que, si vous voulez, ce qui est important de noter, parce que là, on vous donne l'élément final, mais on ne vous explique pas trop le contexte. Décembre 2023, nous décidons sur les conseils de notre expert comptable et commissaire aux comptes de tout simplement de couper une partie du plan pour faire en sorte que ceux qui ne performent pas ne soient plus rémunérés et ceux qui performent ne touchent plus de variables. Quand je dis pas rémunérés, c'est plus de variables. Bien évidemment, ils ont sur leur salaire fixe. Sur le premier trimestre de 2024, ça a provoqué le départ de 15 commerciaux sur 18. Malgré cela, on constate qu'en S1 2024, on fournit la même performance qu'en 2023. Ce qui signifie quand même que la performance est quand même assez costaud.
parce que je vous mets au défi de trouver une entreprise qui a perdu quasiment l'intégralité de sa force de vente et qui arrive à fournir une performance similaire en fait en S1. Et puis en S2, on avait quand même pas mal recruté du coup sur S1. On a eu des nouvelles personnes, on a renouvelé les forces de vente, ça a permis de créer une nouvelle dynamique, de nouvelles habitudes, de restructurer le process de vente aussi et d'avoir effectivement le résultat qu'on vous présente aujourd'hui. En complément, ce qu'on a fait, c'est que on a fait le choix de nous séparer certains rôles avec Julien. Donc je suis devenu directeur commercial d'un produit décisionnel où maintenant je pilote les quatre. Thomas, je m'excuse, est-ce que tu peux couper ton micro parce qu'on entend beaucoup de bruit. Donc effectivement, on a restructuré d'un point de vue commercial la direction. Donc Julien aujourd'hui s'occupe du développement commercial. C'est ce qui a eu pour effectivement conséquence de faire en sorte que Julien, sur le développement commercial, s'occupe de la partie opérationnelle, l'application des décisions, aller sur le terrain pour signer effectivement des gros contrats, des contrats cadres qui alimentent à la fois, j'ai envie de dire, les grands comptes, mais qui alimentent également en fait tout ce qui est la BU locale, pour nous permettre d'avoir une certaine en fait cohérence. Et cette structuration, évidemment, elle est terminée. Alors, elle est terminée depuis quelques mois quand même. Elle est terminée depuis le mois de septembre. Et aujourd'hui, on a des process qui sont stables. On a trouvé les bons managers au bon endroit. Et puis maintenant, l'idée, c'est d'onboarder une trentaine de commerciaux d'ici la fin du mois d'avril, qui va nous permettre effectivement d'avoir une croissance très importante dès l'année 2025. Une question sur votre rentabilité. Je pense que ce sera davantage le sujet du webinaire du mois de mars à l'occasion des résultats. Oui, tout à fait. Donc, la publication des résultats annuels, ce sera le 18 mars. 18 mars prochain. Est-ce que vous voulez une question sur le lancement de votre offre qui est destinée aux annonceurs régionaux? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voulez revenir? Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats sur cette offre-là? C'est une BU qui a été lancée début novembre. Vous avez pu lire dans la presse ou sur LinkedIn que nous avons accueilli l'ancien directeur commercial de 20 minutes. Donc, on a fait le choix, effectivement, d'avoir une personne qui nous convenait très bien en termes d'ADN, avec une certaine habitude, un certain carnet d'adresses aussi. Voilà, et qui a commencé à lancer la structure. Donc, quelque chose qui commence à se déployer en termes de chiffres. Ce n'est pas encore très honnêtement très significatif, tout simplement parce qu'elle a que 2 mois d'existence. Mais les premiers résultats sont très intéressants et on attend une montée en puissance globalement courant S1 qui devrait être très, très sympa. D'accord. Une nouvelle question sur les réseaux. Est-ce qu'après Carrefour et Leclerc, est-ce que vous visez d'autres grandes enseignes, on pense notamment à Intermarché ou Super U? Alors, pour faire avoir une réponse très claire, je pense qu'on va s'octroyer peut-être un petit temps de pause, lié notamment à la question précédente sur la rentabilité. L'idée, c'est qu'en même temps qu'on fait progresser le chiffre d'affaires, vous doutez bien que la rentabilité s'améliore très nettement. Là, notre volonté cette année, en tout cas, c'est d'opérer une certaine pause en termes de déploiement sur 2025 pour nous permettre effectivement par la suite de se dire, voilà, maintenant on a un chiffre d'affaires qui est conséquent, un volume d'annonceurs embarqués qu'on peut déployer de manière récurrente sur les différentes années pour pouvoir intégrer à la fois d'autres stations, proposer à ce volant d'annonceurs beaucoup plus effectivement de stations et avoir immédiatement, de manière mécanique, dès qu'on intègre un nouveau réseau, un niveau de rentabilité qui peut être atteint presque dès la première année. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Il serait salutaire de faire une pause et assez raisonnable. Très clair, merci. Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser qui sont vos concurrents? Est-ce que vous voyez de nouvelles initiatives? Comment progressent vos concurrents? Exactement la question que posait Robert. Alors en concurrence directe, on n'en a pas. En France, il y a un petit acteur qui existe dans le sud-ouest avec une dizaine de stations, des petits indépendants Intermarché. Sa société va pas très bien.
tout simplement parce qu'il a un matériel qui n'est pas forcément de très bonne qualité, avec en plus un phénomène de corrosion du fait qu'il soit proche de l'océan. Donc ça marche pas très bien. Voilà ce qu'on peut dire sur nos concurrents. On n'a pas eu de nouveaux arrivants sur le marché en France, ça c'est clair. Après le marché publicitaire d'une manière générale, on n'a pas encore les chiffres qui n'ont pas été encore publiés pour 2024. Donc on peut pas trop commenter pour l'instant là-dessus. Et sur la répartition du chiffre d'affaires, quel serait selon vous le mix idéal, s'il y a un idéal entre annonceurs locaux, régionaux et nationaux? Alors, il y a plusieurs façons de répondre, hein. Effectivement, avoir trop d'annonceurs nationaux, en fait, c'est avoir une certaine dépendance à des gros clients ou des grosses agences médias. Donc, on ne veut pas forcément tendre à ça. Néanmoins, il est important pour avoir une croissance de chiffre d'affaires significative d'embarquer ces clients qui apportent du volume de chiffre d'affaires quand même important. Donc, effectivement, on a progressé sur le national cette année, sur 2024. Sur 2025, on prévoit pas forcément une augmentation significative du national, mais plutôt une grosse progression du local et du régional. Et je pense que pour compléter le propos d'Aurélien, c'est que si on veut avoir un ratio utile, 60-40 serait une très bonne proportion. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce qu'on a vécu en 2020, c'est assez exceptionnel. Tous les autres étaient globalement en chute de 35 à 45% quand Philippe Media était flat. Pourquoi on était flat? Parce qu'on avait des milliers de clients qui payaient un abonnement chaque mois pour diffuser de la publicité et qui ne coupaient pas leur investissement parce qu'ils avaient conscience qu'il fallait continuer à communiquer. Donc, ce que j'ai envie de vous dire à ce niveau-là, c'est que cette clientèle-là, ce socle-là, qui est composé de milliers d'annonceurs qui font des millions de chiffres d'affaires, il faut la garder. C'est beaucoup plus effectivement rentable pour le coup d'avoir des commerciaux, enfin du chiffre d'affaires régional ou national parce qu'il faut moins de commerciaux pour le faire. Néanmoins, on constate que dès qu'il y a un événement géopolitique, une pandémie, j'espère qu'on n'en reverra plus jamais de notre vie, mais on ne sait jamais, ou un événement majeur, une guerre en Ukraine, etc., on voit bien qu'il y a du stress au niveau des annonceurs nationaux qui ont tendance à couper quand même certains budgets, ce qui n'est absolument pas le cas quand on est au niveau local. Donc, pour cette raison-là, je dirais que le mix idéal, c'est 60-40. Une nouvelle question sur l'environnement concurrentiel, puisque aux États-Unis, il y a des sociétés qui seraient similaires à la vôtre. Est-ce qu'il y a un risque que l'un de ces acteurs débarque en France? Alors effectivement, il y a notamment une grosse société qui s'appelle Gas Station TV. Alors on n'est pas tout à fait similaire parce qu'ils ont un nombre de stations équipées qui est à l'image des États-Unis, bien plus gros que le territoire français. On tend à espérer devenir aussi gros qu'eux, on travaille pour ça en tout cas. Il y a plusieurs choses. Si ils veulent débarquer en France, déjà on est présent en fait dans les principales stations-service. Donc ça fait une barrière à l'entrée qui est quand même relativement forte. De plus, ils n'ont pas tout à fait le même business model que nous. Ils sont plus sur des prises de carburant qui sont longues. Donc en fait, ils sont plus à diffuser une chaîne d'information avec des insertions publicitaires, mais sur des cycles très longs, avec une pression publicitaire aux États-Unis qui n'est pas du tout la même qu'en France. Donc c'est un modèle différent qu'il faudrait qu'ils adaptent. Mais globalement, ils ne pourront pas arriver en France. On a suffisamment d'emprise pour leur bloquer le passage en France. Sans passer par nous, il n'y a pas de possibilité à notre avis. Et j'ai envie de dire, honnêtement, en complément, ce qu'on pourrait dire, c'est que si un Américain arrive en France, j'ai envie de dire, ça confirmerait qu'on est vraiment effectivement un média aujourd'hui primordial dans la communication, etc. Donc ce serait plutôt bien. Ça attirerait forcément un volume d'annonceurs aussi plus important. Et connaissant la mentalité américaine, je pense qu'aujourd'hui, vu notre impact sur la France, on a conquis les réseaux les plus importants. Je pense qu'ils auraient plus tendance effectivement à proposer une offre de rachat plutôt qu'à essayer de venir, à mon avis, en confrontation. Mais ça n'engage que moi. Ouais, le maillage est tellement fort que... Pour dire ce que je disais souvent, c'est que globalement, avec tous les écrans qu'on va déployer, on va être amené à toucher quasiment 10 millions de personnes chaque semaine. Quand vous étudiez un certain nombre de statistiques sur le nombre d'automobiles qui circulent chaque semaine en France,
Il y a 20 millions d'automobilistes qui circulent chaque semaine en France. Quand vous en touchez 10, ça veut dire que vous faites 50% de cette cible-là. Elle passe devant vos écrans chaque semaine. C'est quand même pas effectivement négligeable. Une question sur votre partenariat avec Total Energy. Est-ce que d'autres partenariats de ce type, que ce soit dans l'électrique ou l'hydrogène, sont en cours de discussion? L'hydrogène, c'est un peu tôt. On le voit bien qu'effectivement, pour l'instant, les infrastructures déjà peinent à exister vraiment, hormis à Paris ou sur quelques coins. Et on voit bien aussi que l'hydrogène aujourd'hui, en termes d'adaptation sur les véhicules, bah, ça se développe pas mal au Japon, mais en France, c'est quand même assez rare. Donc l'hydrogène, non. L'électrique, oui, très clairement, je pense qu'il y a un vivier d'annonceurs qui veulent mettre en avant leur offre green, qui est très important. Peu d'inventaire susceptible de coller à cette image-là, et forcément, il y a un gros vivier. Donc ça pourrait être effectivement nécessaire d'aller dans ce sens-là, effectivement. Mais c'est bien en tout cas de l'avoir fait avec Total. Ça nous a permis de tester le marché sans avoir de capex, sans avoir à réaliser d'investissement. Donc on trouve ça effectivement plutôt une très bonne façon de faire. Et est-ce que le chiffre d'affaires que vous réalisez sur ces bornes de recharge électriques, c'est comparable à celui qui est réalisé sur les stations traditionnelles, entre guillemets? Il n'y a pas de comparatif possible. C'est un peu différent. En fait, c'est globalement un seul annonceur qui a été choisi pour l'année 2025 pour être diffusé sur ces écrans-là, sur une boucle de 1 minute globalement. Et globalement, c'est compliqué d'avoir des comparatifs par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur le thermique. Nouvelle question, est-ce que vous réalisez des enquêtes pour savoir si les automobilistes font vraiment attention, sont réceptifs en fait aux messages diffusés, par exemple, des questions sur ce qu'ils ont lu ou entendu, car souvent on reste concentré justement sur le pistolet davantage que sur l'écran. Bien évidemment, ouais. On travaille aujourd'hui avec tout un tas d'acteurs, le plus connu étant Ipsos. L'idée, c'est qu'en fait, on fait plusieurs fois par an soit des sondages par téléphone ou par web, c'est du Kawi, par web au prix de 3000 automobilistes. On fait aussi des enquêtes terrain, c'est-à-dire qu'on sélectionne un échantillon de stations multi-enseignes sur l'ensemble de la France, avec des enquêteurs qui ont des iPads qui vont poser des questions. Globalement, on constate qu'on a à peu près, j'arrondis un peu les chiffres, mais 80% des personnes qui ont vu les écrans et 100% qui les ont entendus. Donc, c'est vrai qu'en fonction des personnes, vous allez avoir des gens qui disent bah, moi, je regarde le pistolet à essence. Après, très honnêtement, le réflexe cognitif de la plupart des gens, c'est que quand vous êtes là pour faire le plein et attendre que ça claque, vous aviez les chiffres avant qui monopolisaient votre attention et votre regard. Et là, on est quand même plus sur quelque chose où finalement, on va être focalisé sur l'écran parce que l'écran, il diffuse de la pub nationale, mais finalement, il diffuse aussi quand même du contenu local. Et je dis contenu et pas pub local parce que finalement, des fois, vous avez une relation particulière avec soit la salle de gym que vous connaissez, soit le restaurateur, soit des choses comme ça, soit votre garage, et que c'est des informations qui sont assez intéressantes à regarder pendant un moment qui est, j'ai envie de dire, pas forcément très passionnant. Pour compléter les propos de Manuel, vous pouvez aller sur notre site philopmedia.fr ou .com, sur lequel on a toutes les études de cas qu'on a fait avec des clients, notamment la dernière qui est avec Barilla, où on a en fait toutes les études qui sont communiquées et publiées. Une question de Vincent concernant les différents marchés européens. Quels sont les pays les plus accessibles? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour votre activité, quels seraient les pays cibles en priorité? L'Espagne, le Benelux, le Luxembourg surtout, la Belgique aussi, bien évidemment l'Allemagne, où il y a un attrait pour l'automobile qui est vraiment effectivement très très important, avec quelques similarités d'un point de vue publicitaire avec la France sur l'aspect communication extérieure. Je dirais que c'est les trois majeurs. On avait toujours effectivement une réticence par rapport à l'Italie, parce que c'est un marché qui n'est pas encore assez concentré. Il y a beaucoup de stations-service par rapport au nombre de véhicules en place. Voilà, donc effectivement, pour l'instant, les marchés, j'ai envie de dire, majeurs en France, en Europe sont ceux-là. Il y a d'autres marchés qu'on n'a pas trop étudiés, je vous avoue, effectivement, tout ce qui est Finlande, Norvège, Suède. Mais on sait qu'effectivement, il y a quelques signes qui sont assez intéressants, mais c'est pas là où on ira en premier, pour être honnête. Je crois qu'on a épuisé les questions pour ce soir.
Ok, très bien. Parfait. Bon, bah écoutez, on espère qu'on a été clair, passionnant, que vous êtes ravis de ces très bons chiffres et de cette belle croissance. Et puis, bah, continuez à nous suivre, à nous soutenir. Et puis, on espère vous revoir pour la prochaine session qui sera le 18 mars. C'est ça, Thomas? Absolument, le 18 pour les résultats. Très bien. Eh bien, super. Eh bien, je vous souhaite à toutes et toutes une excellente soirée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, très bonne soirée à tout le monde.